Welcome everybody. I'll just give it a few seconds to let people start coming into the room before we start. Okay, welcome everybody. Good morning, good afternoon, good evening to all of you who are joining us. I'm very happy to welcome you to this webinar organized by the SPFB Working Group on linking humanitarian assistance and social protection. My name is Kate O'Donnell and I'm the coordinator of this working group. And for those of you who don't know too much about our group, it's co-led by UNICEF, SCDO, IFRC, and it's a multi-agency platform that brings together humanitarian and social protection practitioners on a common platform to engage in dialogue and strengthen coordination and really foster learning and knowledge generation with the ultimate view to strengthening the humanitarian development nexus. So I'm just going to take you through quickly some housekeeping so we can move to the next slide. Just so the webinar can run smoothly. So this webinar will be held in French, but we have simultaneous translation available. So as you see here on the screen, if you just look at your control bar, you can click on interpretation and select the language that you want to hear the webinar through. And also we really want to foster as much engagement with the audience as possible. And we really want to hear your questions and ideas. So please put your questions, think of your questions and put your questions in the Q&A box, please. And yeah, we would really love to hear from you and really get some engagement going. And if you could also put the name of your organization and your name as well when you put a question, that would be very helpful. Also, if you have any reactions or ideas to share on social media, you can use this Twitter handle down here. And again, we would really like to foster some debate on this topic. Yeah, and as I mentioned before, knowledge sharing and learning is really a core mandate of this group. And what we really want to do is explore best practices and the issues related to linking humanitarian assistance and social protection. And therefore today we really wanted to focus on the potential of national response plans to improve coherence and coordination between humanitarian actions and social protection policies. I suppose with the ultimate idea of how can we meet the needs of populations who are experiencing shocks, either through humanitarian resources or development or social protection resources. And this topic is sort of core to this working group. And what we also want to do is really talk about the details, the lessons learned, examine the experiences of countries. So this is why we chose two cases to look at today. So we're going to look at Madagascar and we're going to look at Niger, who both have extensive experience in implementing and developing these plans, but also bringing together diverse sets of actors to try to tackle these common challenges. So we really want to hear from their experience and hear what has gone well, what has not gone well, and what can we kind of learn from that. And to do this, we have a diverse range of speakers from government, humanitarian, experts, and donors. And we're really delighted to have Sigrid Kuhlke, one of our working group members, to moderate this discussion. And she is also DG ECHO's thematic expert on social safety nets and cash for Africa, and is based in Nairobi and is very passionate about this topic. And therefore, we really thank you for taking on this role. And without further ado, I'll hand over to you, Sigrid. Thank you. Thank you very much, Kate. I think there's something now in terms of translation. Okay, now we're on the right slide. So
I would like to welcome very much. Pardon, je switch en français. En fait, oui, ça va être vraiment en duo là, les deux langues aujourd'hui. Donc, je voudrais bien souhaiter la bienvenue à l'équipe qui nous rejoint depuis le Madagascar. Du côté du gouvernement, on a à la fois Monsieur Ratovo Mamonji. Vous allez encore me corriger parce que j'arrive toujours pas à bien prononcer le nom, du ministère de la sécurisation sociale, le directeur de la sécurisation sociale qui est au sein du ministère de la population, de la protection sociale et la promotion de la femme, et aussi le colonel Fali, qui nous rejoint depuis le Bureau national de gestion du risque de catastrophe. Donc, on a à la fois le côté protection sociale et gestion, les dispositifs de gestion des crises. Ensuite, donc ça c'est le côté gouvernement, côté Madagascar. Ensuite, côté Niger, on a des participants toutes d'un autre type d'acteurs. On a à la fois Mado Diakité, qui en fait a encore actuellement un assistant technique au gouvernement du Niger, mais en même temps, elle est une experte de la sécurité alimentaire et nutrition et pour les filets sociaux, avec une longue expérience qui connaît toute l'historique du dispositif national et du Niger. Et ensuite, un bailleur, donc bailleur humanitaire. Donc, on a aussi effectivement le bras international. Et c'est Amadou Alzouma, un collègue à moi qui nous rejoint donc du bureau d'ECHO au Niger et qui est le chargé de programme, le Program Officer. Donc, merci à vous quatre de nous rejoindre. Ensuite, voilà, on va maintenant rentrer dans les présentations. Donc, on va passer d'abord à l'équipe du Madagascar, ensuite on va passer au Niger et ensuite, on va encore avoir des petites discussions directes avec les panélistes avant d'ouvrir donc à l'audience. Donc, n'hésitez pas déjà, dès que vous avez des questions tout au long des présentations, à aussi poster vos questions, vos commentaires, tout ça dans le chat. Donc, on va de notre côté aussi regarder au fur et à mesure, dans la mesure du possible. Et donc maintenant, par rapport aux présentations, je voulais juste dire qu'aujourd'hui, on se trouve dans des contextes qui ont quand même certains points en commun, même si c'est vraiment des côtés opposés de l'Afrique. C'est des contextes de crise récurrentes, donc notamment en termes de sécheresse, c'est depuis plusieurs décennies que les populations sont confrontées à des crises alimentaires et nutritionnelles sévères et notamment donc au Madagascar, c'est plutôt le Grand Sud. Au Niger, bon, c'est surtout la partie sahélienne et ça fait vraiment partie du paysage des pays. Mais ces crises à développement lent et sont aussi à ces crises, ça rajoute aussi des crises à développement rapide comme les inondations, les épidémies et bien sûr les cyclones pour le Madagascar et bien sûr depuis aussi de plus en plus important, notamment pour le Niger, c'est aussi le contexte de conflit autour et les déplacements de population à l'intérieur, donc déplacements internes et aussi des réfugiés qui arrivent dans le pays. Donc, c'est des contextes de plus en plus complexes avec des besoins qui augmentent, qui dépassent largement les ressources disponibles. Parce qu'il faut aussi dire, c'est des contextes qui font tous les deux, il faut le dire, partie des crises oubliés. Ils ne sont plus aux nouvelles, à la télé. Il y a d'autres crises plus importantes et on a commencé à se désintéresser. Et ça, c'est effectivement à la fois côté humanitaire, mais aussi côté développement, où les agendas politiques et aussi les priorités sectorielles font que tout ce qui est transfert direct aux ménages, dont on va parler aujourd'hui, que ce soit en termes d'argent
ou aussi des distributions alimentaires, donc à la fois côté humanitaire, mais aussi côté, disons, transfert de routine, c'est donc des ressources largement insuffisantes. Ce que je n'ai pas mentionné aussi, ce qui est intéressant dans ces contextes de crise récurrente, c'est qu'il y a des dispositifs en place côté gouvernement qui ont depuis plusieurs décennies aussi à commencer vraiment à prendre en charge ces besoins récurrents de façon systémique. Et ça, donc ça, c'est vraiment des gouvernements avec l'appui des bailleurs de développement et bien sûr assistance technique aussi qui ont mis ça en place. Mais et donc à la fois, donc on a commencé en général par ces transferts sociaux saisonniers pour répondre à des besoins saisonniers. Et depuis quelques années, se sont aussi superposés à ces transferts, disons, saisonniers, donc ad hoc, qui sont aussi des transferts maintenant de routine. Donc ça, en général, on parle des transferts sociaux, voilà, plus de ce qu'on appelle communément aussi les voilà, transferts sociaux qui sont gérés par les ministères de la protection sociale. Donc ça, c'est plus des appuis plutôt des dispositifs plus récents. Et donc, et ensuite, le troisième axe, disons, d'assistance, c'est bien sûr l'humanitaire, parce qu'effectivement, les besoins sont loin d'être couverts avec la complexification des crises et la raréfaction des ressources. Donc, ce qu'il faut aussi, juste, c'est que je trouve absolument très, 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 très intéressant dans ces contextes, c'est qu'effectivement, il y a une multiplicité d'acteurs et c'est ça le thème d'aujourd'hui. Des différences, donc en termes d'acteurs issus du développement humanitaire, déjà, il y a cette différence généralement en termes d'objectifs, de principes. Principe humanitaire, principe d'alignement, d'ACRA, qui souvent ne correspondent. Voilà, il y a des différences claires en termes de principes, mais aussi en termes de mode d'intervention. Et tous ces acteurs s'organisent dans des architectures de coordination qui parfois se touchent, parfois sont complètement séparés. Et effectivement, donc, parce que voilà, il y a différents secteurs qui sont concernés, des modalités de transfert différentes, cash, food, des ministères, différents ministères qui interviennent, qui doivent aussi se communiquer, et bien sûr tout ce qui est architecture humanitaire. Donc aujourd'hui, ces deux cas de figure montrent en fait comment dans ces deux pays, on a mis des efforts énormes pour essayer de faire converger ces interventions, ces acteurs pour avoir des interventions harmonisées et basées sur les besoins des populations. Donc ça, sans plus tarder, je vais juste encore mentionner effectivement que qu'on va parler comme point, trois questions clés pour mieux comprendre comment ces différents acteurs, forats de coordination, les outils s'imbriquent. On va parler d'abord en termes de structure. D'abord, on aura un petit rappel des dernières crises, du contexte des crises et des dispositifs de coordination qui sont en place, mais aussi comment en fait, quelles ont été les leçons apprises lors des dernières réponses, donc dernières crises ou cycles de crise. Et ensuite aussi, on va parler des outils. Et bien sûr, aussi pardon, est-ce que j'ai omis quelque chose? Non, je crois en fait c'est ça, les trois points. Et on va toujours essayer de regarder aussi les questions de gouvernance. Parce qu'on sait très bien justement que tous les acteurs ont aussi des lignes de reporting et différents. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a été fait dans les pays pour essayer de rassembler ces acteurs autour d'un objectif commun qui est la la réponse aux besoins essentiels pendant ces moments d'urgence. Donc, pour finir, c'est donc le nexus, vraiment, lors du cycle des crises au moment de l'urgence. Voilà. Merci à vous et je passe la parole au Madagascar.
Oui, d'accord, je réitère les bonjours. Vous m'entendez très bien? On vous entend, il y a un écho et on vous voit pas encore, donc vous pouvez allumer la caméra. Voilà, je suis là. Donc, on peut lancer la présentation afin que je puisse entamer ma partie concernant le ministère en charge de la protection sociale. Coordination des principaux programmes de protection sociale pour le cadre. Donc, permettez-moi de nous partager nos expériences par rapport à ça, ainsi que la combinaison de protection sociale s'aligne également aux actions humanitaires pour le cas de Madagascar. Prochain slide. Donc, premièrement, Madagascar a pu mettre en place une stratégie nationale de protection sociale, une stratégie nationale de protection sociale qui a été datée depuis 2019, qui va prendre fin l'année prochaine, qui est en 2023. La vision de cette stratégie nationale de protection sociale est de réduire jusqu'à 15% le taux de pauvreté extrême à Madagascar. Donc, tel est le défi du gouvernement de Madagascar par rapport à cette stratégie qui relève de la loi numéro 2017-028 portant politique nationale de protection sociale pour le régime contributif à Madagascar. En concordance, nous avons la stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes qui est au niveau du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, dont la vision est que pour une nation résiliente au choc, protégée de tout dégât dans sa dimension sociale, culturelle, économique et environnementale pour un développement durable. Donc, pour ça, donc, actuellement, depuis l'année 2016, nous avons lancé sur Madagascar les programmes de transfert monétaire qui se font par les différentes partenaires techniques et financiers œuvrant dans la protection sociale et également la protection sociale adaptative au choc à Madagascar. Prochain slide. Donc, qu'est-ce que la protection sociale réactive au choc? En fait, c'est une initiative en fait, de coordination stratégique mise en place par le gouvernement de Madagascar. L'objectif étant d'harmoniser les différentes actions de développement et les actions humanitaires pour le cas de Madagascar afin de pouvoir répondre aux différents besoins associés par rapport au cas de sécheresse qui se présente dans le sud de Madagascar. Par rapport à cela, donc, comme nous avons le programme de protection sociale pour le développement du capital humain, euh, ce programme-là, en fait, s'aligne aux actions par rapport aux actions d'urgence qui se présentent dans le pays, à travers les actions humanitaires. Donc, il y a un paquet complet de ces programmes-là qui fait que la protection sociale soit réactive au choc, donc qui combine les deux actions de protection sociale et les actions humanitaires pour le pays. Ensuite,
Prochain slide. Oh oui, donc en 2016 a été lancé le programme FIAVOOT. En 2016 a été lancé le programme FIAVOOT à travers la protection sociale réactive au choc. Ça s'est présenté dans le sud de Madagascar. Donc, tels sont les partenaires qui interviennent. Il y a la Banque mondiale, l'UNICEF, le PAM, le BNGRC, ainsi que le Fonds d'intervention pour le développement qui effectue des actions combinées d'intervention afin de pouvoir répondre aux différents besoins de la population qui sont les plus impactés par rapport à cette situation de sécheresse. Donc, il y a synergie d'action, harmonisation d'action sur le terrain dans les réponses. Et ces actions, en fait, ont continué jusqu'en 2019, tout après l'année 2019. Nous avons pu continuer à travers les actions de la COVID-19, la crise sanitaire qui s'est produite à Madagascar. Donc, ensuite, parlons maintenant de la réponse par rapport au Cash Working Group. Un Cash Working Group, en fait, c'est une plateforme d'échange, de partage de bonnes pratiques par rapport à la situation de sécheresse dans le sud de Madagascar. Ce Cash Working Group a été mis en place depuis l'année 2020, donc qui, dans les différents partenaires techniques et financiers, les différents ministères sectoriels, les différentes organisations internationales et nationales sont membres à part entière et coordonnent les différentes actions de réponse liées à la situation de sécheresse dans le sud. Donc, par rapport à cela, en décembre 2020 a été déclenché en fait la situation des ménages. On a eu les données par rapport à la situation des ménages qui sont les plus impactés par rapport à la sécheresse, d'où la base des résultats de l'IPC, à environ 1 million de personnes en phase 3. Donc, en 2022, la situation s'est progressivement dégradée malgré les différentes réponses qui ont été effectuées sur le terrain, qui a augmenté le nombre de bénéficiaires à environ 1 600 000 personnes. Donc, d'où la création en fait du Cash Working Group dans l'objectif de réunir tous les partenaires, les acteurs humanitaires et les acteurs de développement afin de pouvoir mettre en place une stratégie efficace par rapport à cette lutte contre la Sud. En matière de réponse, donc actuellement, on a environ 12 membres qui sont membres à part entière du Cash Working Group. Donc, parmi ceux-là, il y a l'UNICEF, la Banque mondiale, le PAM, le SAF FGKM, le PLUD, le Catholic Relief Service, la Croix-Rouge Malagasy, le Secours Save the Children, l'ACF, le WHH, la FAO, ainsi que la Terre des Hommes, le BNGRC et le FID ont fait partie en fait intégrante de ce Cash Working Group. Donc, pour le moment, donc, le Cash Working Group, les 190 000 donc, un montant du transfert monétaire a été adopté, donc, qui a commencé par une somme de 19,37 €, soit à Ariar.
qui a été effectué en fait pendant le premier trimestre, le premier semestre de la crise. Donc, à 35%, par rapport à cela, donc, a été dédié par rapport au MIB global, c'est-à-dire le minimum expenditure basket global, et également 45% pour le MIB sur le côté humanitaire. Donc, la situation, comme la situation actuellement, en fait, l'année dernière, en 2021, on peut dire que 10% de ces ménages-là ont une consommation, on peut dire, acceptable, et que 90% de ces ménages-là sont en situation de pauvreté, 89% adoptent une stratégie de survie négative et 73% des dépenses en nourriture et 16% en remboursement de la dette. Également, si on voit en fait le gouvernement de Madagascar a adopté en fait une harmonisation sur les transferts monétaires qui s'alignent au niveau de toutes les agences d'implémentation des actions de protection sociale adaptative au choc sur le terrain. Le transfert monétaire a augmenté à 24,22 $, soit à 100 000 arrières, afin de pouvoir subvenir aux besoins fondamentaux de ces ménages-là, afin qu'ils puissent faire face à la situation qu'ils aient en fait cette capacité de résilience face à cette situation de sécheresse. Et également une amélioration de la situation en fait a été évoquée en septembre 2021 de l'année dernière. En fait, les ménages avec une consommation diminuée de 18%, les ménages avec consommation pour le troisième PDM a un peu augmenté de 25%. Donc, par rapport à cela, donc, l'objectif tente comment mettre en place en fait ce système de protection sociale efficace, tout en raison que, tout en sachant que l'objectif étant de réduire de façon adaptative l'assistance humanitaire et de promouvoir de plus en plus les réponses en matière de protection sociale. Donc, c'est le cas qui a été adopté en fait cette année 2022. Donc, à part cela, donc, en matière de défis, donc, en matière d'anticipation, le déclenchement qui se fait trop tard, on sait qu'il est nécessaire d'identifier les éléments de déclenchement précoce. Et également par rapport au manuel de cadrage par rapport à l'approche hybride. Donc, nous envisageons déjà d'apporter des points beaucoup plus précis par rapport à cette réponse par rapport à une approche hybride, c'est-à-dire approche transfert monétaire et approche en distribution de vivres. Et aussi également, donc, le gouvernement solide davantage la participation active de tout organisme humanitaire à intégrer le Cash Working Group afin de pouvoir renforcer en fait les actions synergiques. Donc, en matière de perspective, suite à Madagascar 2022, donc il y a une répartition en 4 groupes des acteurs en protection sociale réactive au choc.
Donc, les 4 groupes ont leur propre rôle premièrement, dans la coordination et la communication institutionnelle et pour à cette situation de protection sociale réactive au choc, et également de discuter de l'harmonisation du minimum expenditure basket sur le montant de transfert monétaire qui est adapté à cette situation de crise, dont la raison actuelle, c'est le cas de la crise de l'Ukraine qui actuellement crée une fluctuation du prix de produits de première nécessité dans le pays. Et troisièmement, sur le suivi, évaluation des plaintes durant, avant, pendant et après les actions de protection sociale adaptive au choc sur le terrain. Et enfin, les éléments déclencheurs, comment pourrait-on identifier les éléments déclencheurs, de favoriser le ciblage ainsi que les actions de protection sociale réactive au choc à Madagascar. Également, je tiens à signaler que Madagascar a comme coordination le groupe thématique de protection qui est mis en place Merci à toutes et à tous. Excusez-moi, est-ce que vous voulez revenir vers sur les derniers points? Could you come back to the last point you mentioned? Oui, vous Bon, je crois qu'il y a un problème avec l'audio. Ce qu'on va faire, c'est peut-être de passer pour le moment au BNGRC et après, on pourra de toute façon complémenter encore les informations. Est-ce que, colonel Fally, vous êtes prêt à donner les compléments de votre côté? Oui, vous m'entendez bien? Très bien, merci. Donc, laissez-moi juste le temps de présenter ici avec vous mon slide. J'essaierai d'être... Vous voyez mon slide? C'est bon? Donc, juste dans la continuité, afin que vous puissiez un peu de connaître le contexte de tout ce que mon collègue du ministère vient de dire. À titre de rappel, Madagascar fait partie donc des pays le plus exposés, voire même le plus vulnérable aux aléas climatiques. Et certaines études scientifiques internationales l'ont déjà démontré. Vous avez vu un des rapports en 2021 donc, que j'ai montré précédemment,
il y a également un certain nombre d'autres études qui le mentionnent. Ici à Madagascar, nous avons cartographié avec l'appui de OCHA comme ceci, donc les risques majeurs ici à Madagascar, y compris donc tout ce qui est cyclone et inondation. Ensuite, la partie qui concerne le grand sud de Madagascar, qui est vraiment très vulnérable à la sécheresse et ses conséquences, notamment l'insécurité alimentaire et la malnutrition sévère. Et il y a également d'autres comme l'invasion, l'infestation acridienne, etc., etc. Juste à titre d'exemple également, Madagascar, depuis le 1960, a expérimenté malheureusement plus en 63 saisons cycloniques, plus de 75 gros cyclones avec diverses intensités et apportant donc des inondations localement et également pas moins donc de 146 inondations. Les gros cyclones majeurs ont été enregistrés en moyenne, donc tout ça, ça nous fait à peu près une fréquence de 3,5 sessions en 60 ans, en moyenne par année. Dans tous les cas, nous avons pris cette exposition ou cette vulnérabilité au risque de catastrophe comme une force et on s'est armé, le gouvernement malagasy s'est armé de textes, de structures, également donc de ressources. Concernant les textes, d'une manière générale, on a les lois, entre autres, qui met en avant l'objet même donc, de notre présentation aujourd'hui, l'importance donc des plans d'intervention dans la spécificité même de faire face au risque de catastrophe et plus spécifiquement les plans d'intervention pour faire face aux catastrophes et gérer les crises. Nous avons également adopté ici à Madagascar depuis 2007 l'approche par responsabilité sectorielle avec donc des coordinations sectorielles en lien avec l'ID et COLID, donc par le gouvernement, par la partie gouvernementale du secteur concerné et par les partenaires humanitaires internationaux travaillant également, ayant pour mandat dans le secteur concerné. Si nous avons par exemple le secteur santé, et le secteur santé, c'est l'idée par le ministère en charge de la santé publique, mais co-l'idée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le secteur éducation, c'est l'idée par le ministère de l'Éducation nationale et co-l'idée par l'UNICEF également, donc etc., etc. Et cette approche par les responsabilités sectorielles, bien sûr, l'intersectorialité, d'une manière globale, c'est le BNGRC qui fait donc cette coordination appuyée très activement également par OCHA. Concernant donc la spécificité du thème à traiter aujourd'hui, ça c'était vraiment le contexte global pour que vous puissiez vous dire que malgré donc notre exposition, et pour certaines études qui nous disent qu'on est exposé, qu'on est vulnérable, on s'est tout de même armé et on s'est organisé afin de pouvoir vraiment faire face à ces risques de catastrophe, à ces aléas lorsqu'ils surviennent chez nous et réduire les risques de catastrophe. Et par rapport à cela, il y a un certain nombre d'outils opérationnels que nous avons ici à Madagascar, entre autres tout ce qui est plan de préparation. Un bon nombre d'entités ont à l'intérieur de ces entités ont des plans de préparation assez spécifiques. C'est vraiment quelque chose d'un peu plus structurel avec donc des drills, des exercices, également d'autres
d'autres types d'acquisitions, n'est-ce pas, un peu spécifiques au sein donc, de ces et également donc, de politiques de renforcement de capacité. Le plan de contingence, c'est beaucoup plus un peu en approche donc, à court terme, dans lequel on a également donc, quelque chose qui vise un certain nombre donc, de renforcement à faire. Ça peut être également donc, des exercices, des alertes, également des actions d'anticipation par rapport à des niveaux d'alerte, l'élaboration de plans par rapport à cela, les plans de réponse, les plans de relèvement et également tout cela, bien sûr, avec un cycle qui sera mis à jour de façon régulière. Point particulier, comme vous voyez ici, le système d'alerte qui est mis en place se base sur un monitoring permanent donc d'un certain nombre d'indicateurs en fonction donc, de l'aléa qui pourrait survenir. Et à ce titre, nous essayons de vulgariser, nous essayons donc d'enseigner un certain nombre donc, de secteurs à être proactifs par rapport à ce qui pourrait arriver à chaque niveau donc d'alerte exprimée. L'exemple que je vais prendre maintenant, c'est sans doute la partie ici sécheresse que mon collègue avait déjà abordée. Vous voyez ici que en 10 ans à Madagascar, la sévérité un peu donc de comment s'est changé cette sévérité donc de la sécheresse dans le sud de Madagascar, avec un point culminant que vous voyez ici aux alentours donc de décembre 2020, janvier, février 2021, et à partir desquels nous avions fait donc élaborer, vous voyez ici, des plans de réponse nationale afin de pouvoir y faire face et mobiliser également des ressources à travers, donc, au niveau stratégique, à travers donc, un appel éclair en lien donc, avec nos collègues d'appui auprès donc, des Nations Unies, des partenaires des ONG internationales et tout ça. Donc, tout ça vous permet de voir que malgré qu'il y ait en même temps donc, la partie sécheresse dans le sud, vous voyez d'ores et déjà ici aussi que ça n'empêche pas qu'il y ait pour cette année, par exemple, un passage ou des passages même de cyclones qui peuvent aller jusqu'à 6 cyclones cette année qui sont allés sur Madagascar, dont 2 particulièrement importants, catégorie 3, je crois. Ainsi, pour nous, le rôle des plans de réponse sont vraiment importants, étant donné d'abord qu'on a à répondre aux besoins pour sauver des vies et également pour le plan qu'on a élaboré ici, prévenir la dégradation de la situation humanitaire. Mais aussi, ça nous permet vraiment de bien coordonner parce que tout est bien affiné dedans et tout y est écrit. Et le fait que ce soit un plan participatif et sectoriellement établi et coordonné maintenant au niveau intersectoriel par le PNGRC et puis le OCHA, nous avons pu avoir donc faire en sorte que les redondances ne puissent pas survenir et avec donc le suivi qu'on fait après, ça renforce cela. Mais très vite, on essaye également d'anticiper le relèvement parce que le relèvement précoce, bien évidemment, n'est pas très loin. L'urgence, on ne va pas y rester longtemps et personne ne souhaite rester longtemps donc dans une éternelle urgence humanitaire. Et à ce titre, on fait en sorte que toutes les activités intègrent également les autres acteurs, que ce soit
les autres acteurs du développement et les autres acteurs également qui travaillent un peu plus, en particulier, je vais en parler, je vais faire le lien avec la partie protection sociale, les collègues du ministère en charge de la protection sociale. Le suivi, évaluation, bien évidemment, un certain nombre d'indicateurs sont également inscrits donc dans les plans de réponse pour qu'on puisse voir et mesurer est-ce qu'on a été à la hauteur par rapport à nos réponses, etc. Les plaidoyers également, hein, avoir un plan bien ficelé, bien budgétisé, etc., nous a facilité effectivement de faire les appels pour dire qu'est-ce qu'on a besoin et quels sont les gaps. Et donc, c'est vraiment très important. Et une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est le nexus. On parle toujours donc de nexus urgence-développement. Ce n'est pas quelque chose qu'on laisse seulement sur le papier ici à Madagascar. C'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte que dans notre façon de s'organiser, on intègre également les personnes qui sont vraiment assez dans le besoin. Comment les amener à un certain nombre de niveaux pour avoir assez de force pour pouvoir déjà très vite prêter main forte à des activités un peu plus donc communautaires de relèvement, etc., etc. Et très vite, ils vont pouvoir être acteurs donc de leur propre développement. Si je Excusez-moi, monsieur le colonel, oui. Il nous manque du temps, sinon on n'aura plus de temps pour le Niger ni pour l'audience d'intervenir, poser des questions. Est-ce que vous voulez passer peut-être à la partie de juste le setup sectoriel, comment les différentes, voilà, la coordination même, comme dernier slide. Setup sectoriel. Voilà, vous avez une partie qui explique le rôle du cluster entre voilà, le slide dédié à la coordination. Voilà, celui-là. Oui, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la partie vraiment très sectorielle des choses, le ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage est lead avec le BNGRC et puis les agences comme le PAM et le FAO du Food Security, donc c'est la sécurité alimentaire et moyens de subsistance, afin de pouvoir vraiment essayer d'avoir cette synergie des acteurs et être également bien coordonnés par rapport aux besoins qui sont exprimés sur le terrain. Ils s'assurent également d'avoir une meilleure coordination de tous ces acteurs, l'identification des capacités, la centralisation des informations, bien évidemment. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel le secteur joue un rôle très fort en tant que food security, et ils ont un lien également avec le Cash Working Group qui a été annoncé tout à l'heure, parce que le Cash Working Group intègre non seulement la partie protection sociale réactive au choc, n'est-ce pas, qui est donc un programme de protection sociale, mais qui réagisse par rapport au choc, qui est adapté par rapport au choc, mais également une modalité d'intervention qui, pour la partie humanitaire, doit être bien coordonnée. Et tout ça, on voit très clairement ici deux spectres sur lesquels on voit donc un certain nombre d'acteurs qui se coordonnent et en lien avec le ministère en charge de la population et du PNGRC, sous un appui donc de l'UNICEF et du PAM et également des collègues de la Banque mondiale, afin que tout cela, en cas de catastrophe, mette en œuvre donc le plan de réponse dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est le schéma que vous voyez ici, parce que les programmes de protection sociale en temps normal, qui est représenté par le pointillé rouge ici, à un moment donné, pendant la période de crise, doit se coordonner et doit s'adapter. C'est pour ça qu'on a un plan ici qui s'appelle les interventions B pour la réponse, mais la réactive au choc, le B1 ici, doit être coordonné. Merci.
Merci beaucoup. Et voilà, je m'excuse auprès des participants. On a un peu pris un peu de délai aussi avec certaines difficultés audio au début. Donc, merci à l'équipe du Madagascar pour bien nous expliquer tout ce qui est par rapport à comment ils ont pu réaliser cette fourniture d'un paquet harmonisé entre différentes sources de financement, à la fois en termes de montant transféré, durée des transferts, complémentarité en termes de couverture géographique, couverture dans les villages et, et aussi par rapport à l'aspect de l'importance d'avoir un manuel commun qui guide l'ensemble des interventions pendant la période la plus critique, donc le manuel de protection sociale réactive au choc. Et ce qui est aussi un point clé, c'est bien sûr très bien expliqué les séquencements des différents plans et comment aussi les PDM ont aidé à ajuster les montants de transfert. Maintenant, je passe la parole au Niger et avec toutes nos excuses pour le retard. Tu peux mettre la présentation. Bonjour, chers collègues, chers partenaires, chers participants. Donc, merci de l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir partager avec vous dans le cadre de ce webinaire sur les expériences du Niger entrant dans le cadre du rôle des plans nationaux de réponse pour améliorer les réponses entre les interventions humanitaires et de développement, en particulier le lien entre l'assistance alimentaire d'urgence et les filets sociaux pluriannuels. Donc, mon intervention va s'articuler autour de 3 éléments essentiels et je me ferai compléter par ma collègue Mado Diakité. Donc, moi, je parlerai du contexte et du profil humanitaire au Niger, des réponses d'urgence et le paysage institutionnel des secteurs humanitaires de la protection sociale au Niger. Slide. Oui, la carte. La carte. Voilà, donc vous voyez sur l'écran une carte qui s'affiche. Le contexte du Niger est tout aussi complexe que le contexte que Madagascar a présenté. Donc, on fait face donc à des besoins humanitaires immenses liés à plusieurs crises multiples donc, que le Niger vit. Et je démarrerai en parlant d'abord de manière assez récurrente depuis 2005, on vit une insécurité alimentaire qui touche à peu près, bon an, mal an, entre 1,5 à 2 millions de personnes. Et l'année 2022, pour pouvoir illustrer, parce que c'est une sécurité alimentaire, pendant des années, il y a des années où elle se prononce de manière plus aiguë, comme l'année 2022, où elle touche à peu près 4,4 millions de personnes, selon les derniers exercices du cadre harmonisé de mars-avril 2022. À côté de l'insécurité alimentaire, le Niger vit aussi une insécurité nutritionnelle avec des taux de prévalence qui se situent entre les seuils d'alerte et les seuils d'urgence de 15% de l'OMS et qui affectent bon an, mal an aussi autour de 400 000 enfants malnutris aigus sévères qui sont traités dans les quelques 1314 centres de santé de l'État et les 51 hôpitaux de district qui sont dans le pays. Donc, pour l'année 2022, cette insécurité nutritionnelle en chiffre de prévision, il est attendu à ce que 497 200 enfants soient pris en charge. Le Niger est aussi un pays qui est fortement affecté par les crises liées au conflit.
Donc, il y a 4 des 8 régions du pays qui sont affectées par ces crises liées au conflit, l'impact de la crise malienne dans la partie ouest du pays, l'impact de la crise Lac-Tchad qui touche les régions de Difa et l'insécurité qui sévit au nord Nigeria qui impacte la région de Maradi. Donc, en termes de chiffres de population déplacées qui sont touchées par ces crises-là, on parle maintenant, selon les nouveaux chiffres, de 681 000 personnes qui sont affectées, dont plus de 51% sont des déplacés internes. Le Niger est aussi affecté en termes de conséquences de ces crises liées au conflit. Je prendrai juste un secteur pour illustrer jusqu'où ces crises affectent profondément les enfants, notamment le secteur de l'éducation où on se retrouve avec 890 écoles qui sont fermées, avec plus de 80 000 enfants qui sont laissés en dehors de l'école à cause des conséquences de ces crises liées au conflit. Le Niger est un pays aussi qui vit d'autres crises liées aux catastrophes naturelles, notamment les inondations, avec aussi chaque année entre 200 et 250 000 personnes qui sont sinistrées par les inondations. Et des années comme 2020, on est monté en termes de chiffres jusqu'à atteindre presque 600 000 personnes qui sont affectées par les inondations. Le Niger vit aussi des épidémies, donc notamment l'épidémie de Covid, les épidémies de choléra, les épidémies de méningite et de rougeole, pour ne citer que cela. Donc, par rapport à ce contexte assez difficile, tout comme Madagascar, le Niger dispose aussi d'un plan de réponse national. Et ce plan de réponse national, slide, ça n'avance pas. D'accord. On a un problème pour afficher la slide. Est-ce que Kate, vous pouvez prendre le relais ou bien? Après slide. Donc, voilà, je crois que c'est bon maintenant. Donc, tout comme Madagascar, je disais que le Niger a aussi un plan de soutien donc, du gouvernement qui essaye de coordonner avec tous les acteurs ensemble, de mettre les efforts ensemble, État, acteurs humanitaires et acteurs de développement pour apporter des réponses à ces crises multiples. Donc, je citerai comme cas illustratif le cas de 2022, où par rapport à l'insécurité alimentaire, on a 4,4 millions de personnes qui sont affectées, et dans les chiffres de réponse, de la planification de la réponse, tous les acteurs ensemble arrivent à toucher 4,1 millions de personnes, dont 1,4 million de personnes par le gouvernement, 2,2 millions de personnes pour la réponse alimentaire par le PAM, et le CICR et les ONG autour de 1,5 million de personnes, ce qui assure quand même une couverture qui est assez importante par rapport aux besoins qui tournent autour de 95%. Par rapport à la crise nutritionnelle, donc sur les 497 200 enfants malnutris, aigus sévères, il y a 228 273 qui sont prises en charge à l'heure actuelle, qui correspond à 46% de la réponse, mais de toutes les façons, de par les expériences des années antérieures, on arrive toujours à atteindre 100%, voire plus de 100% de la cible planifiée. Donc, tout au même titre aussi que la malnutrition modérée, vous voyez, c'est 578 000 enfants malnutris modérés qui sont prévus dans les chiffres de planification. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on est à 300 453 enfants malnutris modérés qui sont pris en charge, soit 52%. Donc, au titre des déplacements de population,
Il y a, en 2021, il y a 563 000 personnes déplacées qui ont été assistées. Et cette année 2022, autour de 681 000 personnes déplacées sont prévues par rapport à l'assistance. Et au niveau des chiffres qui concernent les inondations, on a un peu plus de 200 000 personnes qui sont sinistrées et la réponse est en cours. Slide. Sur la mobilisation financière, juste pour donner quelques indicatifs en tant que tel, vous voyez sur les prévisions, je ne vais pas toutes les lister pour un souci de temps, mais sur les prévisions, vous voyez par rapport au plan de soutien, si je dois convertir en millions d'euros, on tourne sur des besoins qui sont à peu près de entre 306 et 307 millions d'euros. Donc pour 2020-2021, sur lesquels on voit que la réponse mobilisée est autour de 236 000 euros, qui fait à peu près un taux de mobilisation qui se situe de l'ordre de 70 à 80%, hein, avec en désagrégation 30% qui est la part de contribution de l'État et 70% de la part de contribution des acteurs, des partenaires humanitaires et développement qui accompagnent ces plans de soutien. Donc, et vous voyez pour 2022, le besoin de la HLP tourne autour de 252 millions de dollars US. Donc, Merci. Slide. Juste un dernier slide, Sigrid, permets-moi un dernier slide très rapide. Je parlerai un peu du cadre institutionnel. Et par rapport au cadre institutionnel, donc il y a un dispositif national de prévention et de gestion des crises qui est logé au niveau de la primature, qui a un mandat de répondre à l'insécurité alimentaire et pastorale, nutritionnelle, saisonnière et conjoncturelle et chronique. Et ce dispositif-là, aujourd'hui, a 14 partenaires techniques et financiers qui l'accompagnent, qui ont signé un accord cadre et qui siègent dans les rencontres, aux côtés de d'autres acteurs qui n'ont pas signé l'accord cadre, d'autres partenaires techniques et financiers, qui incluent des bailleurs comme ECO, le CICR aussi, et des ONG, des représentants d'ONG internationales, juste pour dire que le dispositif en tant que tel fédère l'ensemble des acteurs qui concourent à la réponse par rapport au plan de soutien. Et en termes d'organes d'appui qui accompagnent le dispositif, il y a le système d'alerte précoce, qui fait tout ce qui est analyse de vulnérabilité en termes de besoins en insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers les exercices cadres harmonisés. Et il y a les cellules crise alimentaire qui s'occupent du volet réponse. Il y a la cellule filets sociaux qui s'occupe des transferts monétaires pluriannuels aux ménages les très pauvres, chroniquement vulnérables, et il y a le secrétariat permanent qui fait office de coordination, donc, et puis de dialogue stratégique et de mobilisation de financement. À côté du dispositif, il y a le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes qui s'occupe des questions de prévention, de gestion des réponses aux chocs soudains, donc notamment tout ce qui est déplacement forcé de population et inondations et autres catastrophes. Il y a le ministère du Travail et de la Protection sociale qui a la tutelle de la politique nationale de protection sociale qui couvre les filets sociaux aux ménages vulnérables. Donc, chacune de ces entités, dans son domaine de compétences, doit s'assurer qu'il y ait des stratégies nationales qui existent, de référence, qu'il y ait des outils de planification et de suivi conjoint, qu'il y ait des mécanismes de concertation et de coordination qui fonctionnent et qui fédèrent l'État et les partenaires techniques et financiers ensemble. Donc, je m'arrête là et je me fais compléter par ma collègue Mado pour la suite de la présentation. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Il y a un écho.
On va continuer sur la lancée des Parfait. informations que Amadou a partagées. Donc, il a expliqué le profil un peu humanitaire auquel on fait face au Niger et le paysage institutionnel qui est là pour aider à répondre. Et on va surtout voir comment les outils en place permettent ou pas d'intégrer les efforts conjoncturels et la réponse en protection sociale sous forme de filets sociaux. Je vais essayer de dérouler les diapos qui sont un peu capricieuses. Donc, on va parler à la fois des outils qui existent dans le domaine de la réponse au choc et dans le domaine de la protection sociale. Et ensuite, on va parler des mécanismes de coordination très rapidement et faire une petite synthèse des atouts et des défis auxquels on est confronté au Niger pour assurer cette articulation. J'attends toujours que mes diapos se débloquent. Non. Voilà. Donc, très rapidement, je vais survoler ces diapos puisqu'on est déjà bien en retard sur le planning prévu. Du côté gauche de la diapo, vous voyez un petit peu l'arsenal des outils et des cadres stratégiques et techniques qui existent pour les réponses aux urgences ou pour les réponses conjoncturelles et saisonnières. Comme ça a déjà été dit par Sigrid et par Amadou, le Niger est historiquement confronté à des crises à progression lente, des sécheresses qui entraînent des crises alimentaires en période de soudure. Et donc, il y a une stratégie nationale de gestion de l'insécurité alimentaire pastorale et nutritionnelle qui existe, sous la tutelle du dispositif dont Amadou a parlé, qui dépend de la primature et qui élabore chaque année un plan de soutien aux populations vulnérables, qui joue le même rôle que celui que le colonel Fally citait tout à l'heure, qui est vraiment de donner un aperçu global des besoins et des réponses à mettre en œuvre par une large gamme d'acteurs et d'intervenants. Qui sont aussi bien des structures étatiques que des structures non étatiques. En termes d'outils d'analyse et de la vulnérabilité pour les chocs conjoncturels ou pour les sécheresses, on a les outils qui nous sont préconisés dans le cadre des organisations sous-régionales qui visent un petit peu à l'harmonisation des outils d'analyse des besoins. Donc, on a un cadre, ce qu'on appelle le cadre harmonisé, qui est une déclinaison directe de l'IPC, et qui permet de faire des cartes comparables d'un pays à l'autre du Sahel sur les besoins de réponse à l'insécurité alimentaire aiguë. Et puis, on a les outils de ciblage HEA qui sont aujourd'hui largement utilisés par tous les acteurs qui répondent de manière saisonnière et conjoncturelle. On a également, depuis quelques années, un plan de réponse humanitaire qui est un petit peu plus large, qui ne couvre pas uniquement la sécurité alimentaire, pastorale et nutritionnelle, mais également les réponses aux autres chocs, on y reviendra. Alors, il existe évidemment un certain nombre de standards techniques communs aux acteurs qui répondent aux chocs conjoncturels, en particulier en sécurité alimentaire, comme Madagascar en témoignait. On a évidemment des montants d'assistance alimentaire pour l'assistance alimentaire saisonnière qui sont harmonisés, qui sont récemment passés de 32 500 francs CFA par mois à 40 000 francs CFA. Par exemple, mais on a évidemment des standards pour les réponses nutritionnelles et pour les réponses pastorales. Et puis, on a tous les outils habituels de partage d'informations, de coordination, que sont les matrices 4W des différents clusters. On reviendra un petit peu sur le rôle de ces différents clusters. Pour ce qui est du domaine de la protection sociale et des filets sociaux pluriannuels qui visent, eux, davantage à répondre à l'extrême pauvreté et à la vulnérabilité chronique, on a d'autres outils. Amadou vous a parlé de la tutelle du ministère du Travail et de la Protection sociale, mais aussi du rôle de la cellule filets sociaux dans ce domaine-là. Donc, on a un projet filets sociaux qui dure depuis plus de 10 ans maintenant, qui a touché environ 40 000 ménages avec des transferts mensuels sur 2 ans de 10 000 francs CFA par mois initialement, qui sont passés à 15 000 francs CFA récemment. L'analyse de la vulnérabilité, elle est basée beaucoup plus sur les enquêtes de pauvreté, les données de pauvreté qui sont fournies par l'Institut national de la statistique. Et le ciblage est fait selon la méthode Proximeans Test, donc qui fait des enquêtes ménages et qui détermine le rang des ménages du plus pauvre au moins pauvre.
Mais en dehors des pratiques mises en œuvre par ce projet depuis une dizaine d'années, il n'y a pas réellement un cadre de référence qui soit national et qui soit appliqué par une large gamme d'acteurs. Donc, le principal opérateur de filets sociaux pluriannuels reste ce projet filets sociaux sur financement de la Banque mondiale qui est sous tutelle de la cellule filets sociaux du dispositif. Et on a un outil qui serait très utile pour ce qui est de l'articulation et de la coordination, qui est le registre social unifié, qui malheureusement n'est pas encore finalisé, pas encore opérationnel, et du coup qui pour l'instant ne peut pas vraiment être un outil pratique sur le terrain pour coordonner nos interventions. Si on fait un focus très rapide sur le plan de soutien aux populations vulnérables qui est produit chaque année par le cabinet du Premier ministre, il couvre vraiment l'ensemble des besoins alimentaires, pastoraux et nutritionnels sur une année, que ceci soit le résultat d'une sécheresse, ce qui est le cas le plus courant, mais aussi qui peut être des besoins alimentaires suscités par d'autres chocs comme les inondations ou les mouvements de population. Et depuis quelques années, ce plan de soutien, il intègre la notion de filets sociaux pluriannuels pour lutter contre la vulnérabilité chronique, mais ça reste une intégration à un niveau stratégique, à un niveau global, à un niveau programmatique, mais on va voir que l'articulation technique et opérationnelle sur le terrain n'est pas si évidente. Les mécanismes de concertation et de coordination sur lesquels on s'appuie pour assurer un dialogue entre les partenaires, aussi bien dans le domaine des réponses conjoncturelles que de la protection sociale, on a une très bonne coordination, en tout cas un dialogue de haut niveau et un dialogue stratégique assez bien implanté entre les PTF et un comité interministériel de suivi des plans de réponse et les cadres de concertation du dispositif qui sont le résultat d'un long partenariat, comme le disait Amadou, entre 14 PTF signataires et le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. Au niveau technique, on s'appuie beaucoup sur les clusters, le cluster sécurité alimentaire, le cluster nutrition, le cash working group, comme il a été mentionné aussi pour Madagascar. Et on a plus récemment un groupe de travail qui s'appelle RRM, donc qui est le mécanisme de réponse rapide mis en œuvre par les acteurs humanitaires pour répondre en première instance aux personnes déplacées internes. Au niveau des concentrés, on a le souci au Niger qu'il y a énormément d'instances, d'acteurs, de comités qui sont présents au niveau central, mais qui sont moins présents au niveau des concentrés parce que la décentralisation peine encore à faire des progrès au Niger, mais aussi parce qu'on a des problèmes de sécurité et d'accès qui sont parfois un petit peu un alibi pour justifier d'une moindre présence des acteurs opérationnels sur le terrain, ce qui est quand même un sacré handicap. Mais on a quand même au niveau des concentrés des instances de coordination qui sont en général portées par les services techniques ou bien une déclinaison régionale des clusters sectoriels. Pour ce qui est des instruments de la protection sociale et en particulier les filets sociaux pluriannuels, on a un groupe de travail interdisciplinaire sur les filets sociaux qui essaye de dialoguer techniquement avec le cash working group, mais ce n'est pas encore très, très fluide. Donc, dans le cash working group, on va avoir tous les acteurs qui font des transferts monétaires, quel que soit l'objectif, quelle que soit la durée, quels que soient les groupes cibles. Et dans le groupe de travail sur les filets sociaux, on va essayer plutôt de cibler la coordination entre les acteurs qui font des filets sociaux pluriannuels destinés à réduire la pauvreté et la vulnérabilité chronique. Et puis, on a d'autres cadres de coordination au niveau plus global de la protection sociale qui, comme vous le savez, n'a pas que sa composante non contributive, c'est-à-dire les filets sociaux pour les ménages les plus vulnérables, mais il y a aussi toutes les composantes de la protection sociale contributive avec la caisse de sécurité sociale, les retraites, etc. Et tout ça, c'est, j'ai envie de dire presque malheureusement, couvert par un comité et une structure unique, ce qui fait qu'on y discute des choses très, très différentes et pas seulement des filets sociaux et de leur articulation avec la réponse aux vulnérabilités plus conjoncturelles. Donc, pour finir, si on voulait un peu résumer les atouts et les contraintes auxquelles on fait face pour articuler des réponses conjoncturelles et des efforts plus durables de réduction des vulnérabilités, comme atout, il faut vraiment insister sur l'expérience acquise par le gouvernement et ses institutions de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle saisonnière. On parle même plus seulement de crise alimentaire lorsqu'il y a une mauvaise campagne,
mais on a des tels soucis d'évolution de la physionomie des campagnes agricoles que chaque année, on a des zones du pays où le gouvernement fait, via le plan de soutien, des distributions gratuites ciblées, des ventes à prix modéré, des ventes à prix modéré d'aliments de bétail, du cash for work, parce qu'il y a systématiquement des poches en insécurité alimentaire saisonnière. Et tout ça est bien encadré par le plan de soutien, bien maîtrisé par les institutions nationales, bien financé avec l'aide des partenaires. Et on a tout un tas de références communes et de cas de concertation pour harmoniser ces pratiques-là. Et on a quand même une diversité d'approches et de plus en plus d'importance accordée aux interventions dans le domaine de la résilience, donc qui vont au-delà de la réponse court terme, mais aussi des investissements plus structurants dans le domaine du développement agricole qui essayent d'être complémentaires des réponses sous Dieu. Et c'est vrai que le cadre stratégique de l'initiative 3N qui existe au Niger depuis une douzaine d'années facilite un petit peu cette vision intégrée de la prise en charge conjoncturelle de l'insécurité alimentaire et des approches beaucoup plus durables de développement qui sont nécessaires. On a aussi tout un tas de contraintes quand même qui rendent assez compliqué finalement des effets systémiques sur l'articulation entre les réponses conjoncturelles successives, récurrentes et des mécanismes beaucoup plus durables de sécurité alimentaire. De protection sociale, excusez-moi. D'une part, on a le fait que ces dernières années, on est vraiment assailli par des nouveaux types de crises et de besoins humanitaires pour lesquels le Niger était moins doté, moins familier, moins prêt. Donc, on a en particulier les mouvements de population, les déplacements forcés de population issus des crises sécuritaires qui ont engendré tout un nouveau type de besoins multisectoriels d'urgence. Et c'est d'ailleurs pour ça que le ministère de l'Action humanitaire a été créé il y a quelques années. Il n'est pas encore vraiment doté des capacités, des stratégies et des outils de coordination dont il aurait besoin pour pouvoir un peu structurer les approches de réponse aux déplacements de population et les articuler avec des mécanismes de protection sociale. Donc, on a de manière structurelle aussi du mal à développer une vision et un leadership de la part du gouvernement dans le domaine de la protection sociale, qui articule à la fois le contributif et le non contributif. Donc, il y a des efforts dans le domaine, par exemple, de la couverture santé universelle ou de l'assurance maladie ou certains piliers comme ça de la protection sociale, mais sur les mesures à prendre de manière systémique pour que les ménages les plus vulnérables, même si c'est peut-être les 5% de la population qui ont besoin d'un appui dans la durée pour pouvoir sortir de leur vulnérabilité, ça on n'est pas encore vraiment doté des outils stratégiques pour ça. Et puis au niveau technique, on a quand même encore beaucoup d'obstacles à relever, en tout cas beaucoup de contraintes à relever. On n'a pas les mêmes manières, vous l'aurez compris, d'analyser la vulnérabilité conjoncturelle et chronique. C'est pas les mêmes données de référence dont on sert, ce sont souvent pas les mêmes méthodes de ciblage, ni les mêmes critères d'éligibilité qui sont utilisés. On n'a pas encore ce registre social unifié qui permettrait d'intégrer un petit peu les différentes approches. On a des initiatives très intéressantes et très diverses, comme je le disais avant, mais qui restent quand même assez morcelées, assez fragmentées. On a le programme Filets sociaux financé par la Banque mondiale qui est désormais un programme de protection sociale adaptative. Le Madagascar parlait de réactif au choc. Ici, on parle d'adaptatif qui viserait aussi à utiliser les fondements des filets sociaux pluriannuels pour une extension horizontale ou verticale pendant les besoins conjoncturels. Mais ces efforts-là ne sont pas vraiment connectés à ceux du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires qui a le mandat sur ces questions. Donc voilà, des atouts intéressants, mais encore des contraintes en particulier au niveau technique et opérationnel. Je vais m'arrêter là pour garder un tout petit peu de temps pour les échanges. Merci beaucoup pour vraiment cette ramassée d'informations ultra condensées et synthétiques. C'est un travail brillant que vous avez fait côté Niger. Merci beaucoup. Donc, ça montre bien effectivement aussi les séquencements entre plans, comment les différentes aussi crises sont intégrées ou qu'on essaye d'intégrer et avoir un aperçu global aussi de nombre de populations qui sont couverts ou pas couverts. Donc, voilà.
C'est formidable. Maintenant, il nous reste très peu de temps et je vais quand même profiter de ma position de facilitateur pour poser une question d'abord à Madagascar et ensuite au Niger. En attendant, puisqu'il y a ce manque de temps, j'invite tous les panélistes, des présentateurs de vous référer aussi à la boîte questions-réponses parce qu'il y a encore des questions pour le Madagascar qui sont pending et que vous pouvez directement commencer par répondre par écrit aussi. Merci beaucoup. Donc, par rapport au Madagascar, ce qui est bien ressorti, c'est effectivement le rôle du Cash Working Group comme cheville ouvrière ou disons la pièce maîtresse qui fait fonctionner effectivement en termes de gouvernance, qu'apparemment les différents acteurs, que ce soit les financements de la Banque mondiale qui passent par le dispositif national, donc le FID, ou encore les humanitaires qui ne passent pas par le gouvernement, mais qui implémentent de façon parallèle. Mais apparemment, il y a quand même cette concertation sur le paquet minimum. Et aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on arrive à avoir une mise à échelle de la réponse, disons, du gouvernement, donc cette scalability donc, qu'on a réussi à avoir l'année passée. Bon, avec aussi encore des délais, c'est clair, c'est pas parfait, mais donc ça, c'est la question pour le Madagascar. Est-ce que vous pouvez dire, en termes, disons, de répartition aussi d'analyse de pouvoir des acteurs, qu'est-ce qui fait en termes de gouvernance que vous arrivez à allier les différents acteurs, même si ce que vous avez mentionné de façon implicite, aussi les acteurs qui font des distributions alimentaires et non monétaires. Donc, si vous pouvez expliquer par rapport à ce point comment ça fonctionne en termes de gouvernance. Et pour les Niger, en termes de gouvernance, encore une fois, aussi, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi on n'arrive pas encore à avoir ce paquet intégré de la part de tout type d'acteurs? Comment vous pensez, comment on pourrait aller de l'avant pour rassembler les acteurs derrière cet objectif de réponse et quels intérêts, quelle motivation, comment on pourrait effectivement, quels enablers, comment on pourrait motiver les acteurs pour s'aligner entre eux. Merci. D'abord au Madagascar, si vous pouvez expliquer un peu mieux en termes de gouvernance comment vous êtes arrivé à ce rassemblement. Merci. Peut-être colonel Fali ou aussi de la protection sociale si vous souhaitez. Oui, Monsieur le directeur, vous voulez commencer? D'accord, ok, je prends la parole. Permettez-moi de ne pas envoyer en fait la vidéo pour ne pas déstabiliser la connexion. Est-ce que vous m'entendez très bien? Très bien. Donc, vous avez 2 minutes. Vous m'excusez parce qu'on doit ouvrir aux participants encore. Il ne reste que 7 minutes. Par rapport à la coordination, la coordination prend de partie en fait au niveau du gouvernement de Madagascar. Premièrement, par rapport à la protection sociale, il y a ce groupe thématique de protection sociale en fait, qui a été mis en place depuis l'année 2017. Ce groupe est réparti au niveau national, mais aussi réparti au niveau régional, impliquant en fait tous les ministères sectoriels qui interviennent dans la protection sociale, à savoir le ministère de l'Éducation, ministère de la Santé, ministère de l'Environnement, ministère de l'Eau, ministère de l'Agriculture, ministère du Travail, et ainsi de suite. Et également, il y a cette structure de coordination en matière d'urgence qui est mise en place en fait au niveau du PNGRC, qui regroupe en fait les comités de réflexion multisectoriels qui regroupent également les différents secteurs ministériels, des organisations internationales et nationales, ainsi que les associations, les ONG
qui interviennent en matière d'urgence, donc qui sont répartis par cluster en fait au niveau du PNGRC. Donc pour le cas du ministère en charge de la protection sociale, on représente le cluster protection qui est au niveau du BNGRC et également le cluster SAMS, sécurité alimentaire et moyens de subsistance pour le moment. Voilà, c'est ce que je peux dire de mon côté et Colonel Fall peut ajouter par rapport à cette structure de coordination. Merci. Alors, pour le Niger, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a vraiment des efforts d'harmonisation qui ont été faits dans le cadre du court terme, avec déjà la composition du panier alimentaire, avec le montant arrêté pour les transferts monétaires qui était initialement autour de 32 500 francs CFA. Et récemment, suite aux réflexions qui ont été menées dans le cadre du Cash Working Group, ce montant a pu évoluer parce que les gens ont mis en avant les impacts tels que la cherté de la vie, etc. Donc, avec d'autres facteurs pour pouvoir rehausser un peu le niveau de ce montant à 40 000 francs CFA. Donc, sur le court terme, il y a vraiment des efforts d'harmonisation qui ont été faits. Peut-être je laisse Mado me compléter un peu sur le long terme. Merci. Oui, on est davantage confronté au problème de dialogue et d'articulation entre les acteurs du court terme, des réponses conjoncturelles et de la protection sociale. Et là, le dispositif national de prévention et gestion des crises alimentaires a un rôle crucial à jouer puisqu'il est la tutelle de la cellule filets sociaux et du projet filets sociaux. Mais on se rend compte que pour développer des véritables outils, cadres stratégiques et outils techniques et opérationnels qui permettent cette articulation, il y a encore beaucoup de progrès à faire, ne serait-ce que d'avoir des outils ou des matrices qui montrent les zones d'intervention des filets sociaux pluriannuels et le pourcentage de ménages qui sont couverts dans les villages où interviennent le projet filets sociaux, ce qui permettrait tout simplement aux acteurs des réponses saisonnières de prendre en compte un peu ce substrat qui existe déjà. Rien que ce partage d'informations-là de manière claire et peut-être centralisé par les clusters, c'est des progrès qu'il faut viser de manière prioritaire. Évidemment, la cerise sur le gâteau, ça serait l'opérationnalité du registre social unifié, mais là aussi, il y a des questions sur la possibilité d'utiliser un seul et même outil qui finalement n'est pas mis à jour très régulièrement puisqu'il est plutôt fait pour centraliser les bases de données des ménages chroniquement, structurellement vulnérables et pauvres et peut-être qui correspondent plutôt à des statuts d'indigents ou de vulnérabilité spécifiques. Donc, ce n'est pas non plus évident que ce soit un outil très utile pour les acteurs humanitaires. Donc, voilà, les bases sont là, la volonté est là. Mais il y a un travail ciblé à faire. La cellule filets sociaux est en train de bénéficier depuis quelques semaines d'une nouvelle assistance technique soutenue par les agences des Nations Unies pour justement renforcer un petit peu cette articulation et cette architecture intégrée. Donc, voilà, c'est un chantier sur lequel on est tous très impliqués. Merci beaucoup. Je voudrais, en attendant, est-ce que côté ministère de la Population et de la Protection sociale, est-ce que vous pouvez répondre dans la boîte à questions aux questions du CIRAD? Je vous propose de le faire par écrit, comme c'est des questions qui vont peut-être un peu par rapport à la durabilité des transferts qui sont peut-être une question qui va un peu au-delà de ce débat. Je voulais aussi... alors, on a encore une question de la part de Rim Nour. Merci Rim, qui demande en fait, et ça c'est pour les deux pays, et voilà, on a aussi une réponse qui est en train de se taper déjà, mais qui demande à quel moment dans le processus est-ce que les acteurs de la protection sociale doivent intervenir dans la planification nationale de gestion de désastres, des chocs, pour inclure une réponse ciblée pour les ménages vulnérables à travers les programmes de protection sociale et filets sociaux. Donc, je repasse la parole
au Madagascar avant de partir au Niger? Merci. Oui, pour le cas de Madagascar, le colonel Fall peut m'aider. En fait, pour Madagascar, en fait, il y a le plan de contingence en fait, annuel qui s'élabore annuellement par rapport aux crises de sécheresse et par rapport aux crises de cyclone inondation. Donc, colonel Fall, tu peux ajouter par rapport à cela, s'il te plaît? En fait, dans le processus, d'une manière générale, il ne faut pas attendre qu'il y ait une crise avant de pouvoir vraiment intégrer la coordination de l'intégration, un petit peu la prise en compte de la partie gestion des désastres dans les programmes de protection sociale. En fait, à Madagascar, non seulement il y a le plan de contingence qui a été annoncé tout à l'heure, mais aussi il y a également tous les préparatifs qu'on est en train de faire. Vous avez déjà parlé tout à l'heure de tout ce qui est manuel que nous mettons en place pour pouvoir définir quels sont les packages minimums à distribuer, quels sont les montants avec une harmonisation, qui fait quoi, où et quand. Et donc, par rapport à pouvoir faire ça, nous avons fait une convention avec le ministère en charge de la population. Nous avons également une convention avec le ministère, avec le FID, qui est le Fonds d'intervention pour le développement. Donc, pour résumer, il ne faut pas attendre, il faut que dès maintenant, il y ait ce processus en parallèle. La protection sociale réactive au choc doit discuter avec les responsables en charge donc, de la gestion des risques et des catastrophes afin de pouvoir coïncider un peu leur point de vue et, en cas de désastre, mieux coordonner les actions. Merci. Et est-ce que vous voulez dire aussi un mot, monsieur le colonel, par rapport aussi au financement? C'était une autre question qui a été répondue. Très rapidement, si vous pouvez nous dire s'il y a effectivement des financements attachés à la protection, au schéma de protection sociale de routine, les transferts sociaux de routine, pour mettre à échelle, ou est-ce que ces financements interviennent après? Est-ce qu'il y a des accords avec le ministère des Finances ou un autre pour dire, voilà, vous avez une ligne et hop, on peut répondre? Je pense que pour le côté vraiment programme de protection sociale, mon collègue va répondre. Mais pour notre façon de travailler, en fait, le BNGRC ou le Madagascar a une capacité nationale. Et ces capacités nationales, on peut dire que si ça ne dépasse pas un certain nombre donc, de seuils de population, normalement, les partenaires et puis le gouvernement a une capacité d'intervenir rapidement pour ces ménages-là, pour ces nombres de populations-là. Maintenant, lorsqu'on fait les évaluations avec IPC ou également avec tout ce qui est HEA, comme avaient dit les collègues donc, de Niger, il y a un certain nombre d'évaluations qui nous permettent d'avoir un résultat. Quelles sont vraiment les populations et les ménages dans le besoin? Et par rapport à cela, on identifie quels sont les gaps. Et par rapport à ces gaps-là, c'est pour ça qu'on fait les flash à piles, les mobilisations de ressources complémentaires. Donc, il y a des ressources disponibles, mais les gaps, on fait les mobilisations de ressources. Merci beaucoup. Est-ce que le Niger veut ajouter quelque chose avant qu'on clôture? Oui, pour le cas de la protection sociale, la protection sociale à travers le projet filets sociaux de sécurité, c'est comme le même cas du Niger en fait, parce que je fais partie aussi de la communauté praticiens en transfert monétaire avec l'Afrique francophone. Donc, les programmes de protection sociale sont presque financés par les PTF suivantes qui sont l'UNICEF, la Banque mondiale et le PAM pour le moment. Mais nous sollicitons en fait l'appui des autres partenaires techniques et financiers qui veulent apporter en fait contribution pour le développement socio-économique du pays et surtout des ménages en situation d'extrême pauvreté particulièrement. Voilà, merci. Merci. Niger, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? On pourrait dire que, en fait, c'est peut-être pas tellement ce qui est attendu des acteurs de la protection sociale, mais c'est plutôt comment valoriser
ce qui est déjà fait, puisque normalement, c'est des interventions qui sont pluriannuelles, qui devraient être plus faciles à cartographier, à capitaliser, de manière à prendre en compte qu'il y a déjà ce travail-là qui est fait de manière structurelle et qu'il faut simplement le complémenter. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt peut-être aux acteurs conjoncturels d'avoir ces informations-là et de les valoriser. Maintenant, si des mécanismes de protection sociale réactifs au choc se mettent en place d'une manière qui soit un petit peu plus systémique, avec des guidelines sur l'extension horizontale ou verticale, etc., alors on pourra en effet demander aux acteurs de la protection sociale d'intégrer cette dynamique et d'être aussi partie prenante des efforts d'extension verticale et horizontale. Mais je pense qu'au Niger, on a, comme vous l'aurez sans doute compris, on a le curseur qui est vraiment beaucoup plus sur les réponses conjoncturelles qui sont bien structurées, coordonnées, relativement bien financées malgré tout. Et c'est vraiment sur le secteur de la protection sociale qu'on a des efforts structurants à faire. Donc, c'est vrai qu'il y a en fait deux voies que vous avez ouvertes. Donc, les filets se mettent à échelle et comme ça, dans les lieux qu'ils interviennent, si les besoins additionnels, donc expansion verticale et horizontale. Alors, la voie du Niger, c'est que parle maintenant, Mado, c'est qu'effectivement, les acteurs humanitaires et d'urgence complètent ce qui reste finalement de routine et qui ne bouge pas. Donc, ça, c'était un dialogue très intéressant. Donc, on va clôturer maintenant. Je vous donne une dernière fois la parole. Peut-être qu'on peut commencer cette fois-ci par le Niger. Est-ce que vous avez peut-être un ou deux points que vous pensez vraiment, ça, c'est les actions, c'est les points clés que les participants devraient vraiment emporter avec eux comme à retenir de cette session comme bonne pratique ou vraiment l'élément clé pour une réussite pour fournir ce paquet intégré aux populations. Merci. Okay. Je pense qu'en termes de leçons apprises, il faut dire, vous avez tous remarqué quand même l'importance d'avoir un ancrage institutionnel et un leadership sur les questions d'analyse et de réponse humanitaire, et c'est le rôle exactement qui a été joué par le dispositif national de gestion et de prévention des crises alimentaires. Donc, c'est aussi le rôle que le plan de soutien joue en tant que tel. C'est important d'avoir une bonne fonctionnalité et de dynamisme au niveau des instances de coordination et de concertation entre État et acteurs humanitaires et acteurs de la protection sociale. C'est assez crucial pour espérer vraiment des approches de planification conjointe. C'est bon de garder à l'esprit qu'il y a une nécessité d'adapter les cadres institutionnels et les plans de réponse par rapport aux chocs soudains en tant que tels, notamment les chocs humanitaires liés au déplacement forcé de population et aux réponses aux inondations, entre autres. Je pense que c'est important aussi, vous avez noté que pour le Niger, on a parlé de manque de certains outils clés pour assurer une véritable articulation effective et efficace sur le terrain, notamment tout ce qui est référence technique pour les interventions, le registre social unifié, la traçabilité des bénéficiaires. Il y a aussi une grande importance, je dois dire, d'assurer aussi une articulation entre le court terme et le long terme, notamment sur certaines innovations dans le cadre de la réponse. Je vais parler un peu des mécanismes RRM, des mécanismes de réponse rapide qui ont besoin de pouvoir s'intégrer à moyen et long terme dans les solutions durables en quelque sorte. Donc, et au Niger, on essaie de réfléchir un peu sur ces aspects-là
dans l'angle Nexus solutions durables. Donc, voilà un peu quelques points rapides que le Niger souhaiterait un peu communiquer en termes de takeaway key messages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolée pour le Madagascar. Il vous reste 1 minute, de 9 minutes. Donc, qu'est-ce que vous voulez comme dernier ingrédient de cuisine? Qu'est-ce qu'il faut en regardant rétrospectivement? Quels sont les 2-3 éléments clés qu'il fallait chez vous? Oui, en matière de perspective pour le cas de Madagascar, donc Madagascar projette déjà à mettre à jour sa stratégie nationale de protection sociale, qui sera prévue pour les années 2024 à 2028. Et également, Madagascar possède déjà un registre des bénéficiaires. Pour pouvoir en fait renforcer ce registre des bénéficiaires-là pour les cas des bénéficiaires en matière de protection sociale et des bénéficiaires en matière d'action humanitaire, nous sollicitons en fait vos appuis techniques et financiers par rapport à cela afin de pouvoir le rendre beaucoup plus durable et beaucoup plus pérenne pour Madagascar. Et en matière de coordination également, donc comme on est là, le ministère et le BNGRC avec notre convention, donc déjà aussi de pérenniser cette convention-là afin que nous ayons une protection sociale adaptative au choc, efficace et efficiente pour le cas de Madagascar. Merci. Si je puis me permettre juste 30 secondes, Sigrid. Moi, je pense qu'il est très important que le gouvernement s'approprie vraiment de ce que c'est que la protection sociale et anticipe également en discutant, comme on est en train de faire ici à Madagascar, quels sont les chocs et comment vraiment, en se basant sur le nexus, n'est-ce pas, les acteurs humanitaires ne travaillent pas dans leur coin. Les protections sociales ne travaillent pas dans leur coin. À un moment donné, il faut qu'on se parle et le fait de travailler ensemble déjà en temps normal permet vraiment d'identifier qu'il n'y a pas que les capacités disponibles chez les acteurs humanitaires avec lesquels on peut faire face. Il y a aussi les capacités qui sont disponibles auprès des acteurs de développement, etc., etc. Ça, ce sont tous des ressources disponibles localement. Et le fait de pouvoir travailler ensemble et d'anticiper, comme on est en train de faire ici à Madagascar, avoir une plateforme dans laquelle on peut échanger, ça fait vraiment avancer les choses. Merci de conclure. On va conclure avec ces mots à tout le monde. Merci aussi les participants qui restent de plus, 12 minutes. Et avec ça, merci beaucoup encore à intervenants pour cette et leur présentation très riche. Au revoir. Au revoir.